Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Bonne et heureuse année à tous ceux d'entre vous à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter mes vœux. La ligne est ouverte au 39 21 pour que cette année encore, nous continuions à partager de bons moments, à refaire le monde au cours de débats passionnés et à essayer de nous comprendre au-delà de nos différences. Vous y serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba avec la complicité de Régis Delmotte qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, vos points de vue, vos réflexions, vous pouvez nous joindre par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et avant de donner la parole à Annie, je voulais présenter tous mes encouragements à Anne de Montpellier, qui est une fidèle de l'émission et qui en a bien besoin. Ce soir, elle a envoyé un petit SMS pour dire qu'elle a une séance de conciliation demain pour son divorce et qu'elle est littéralement liquéfiée de panique. Vous inquiétez pas, Anne, hein, vous savez, une conciliation, en général, ça se passe plutôt bien. Les juges ont l'habitude de ce genre de situation et ils sont là en général pour vous aider à travers leurs questions. Bonsoir, bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord tous mes vœux. Tous mes vœux à vous également. De santé à tous vos auditeurs et à toute l'émission parce que c'est vraiment extraordinaire ce que vous apportez à chaque personne. Merci voilà. beaucoup. Vous avez un joli accent. Ah, merci. Merci. C'est de quelle région ? Comment ? C'est de quelle région ? À côté de Toulouse. À côté de Toulouse, d'accord. Voilà. Bon, ben moi, j'avais envie d'en parler à quelqu'un. Et comme j'écoute votre émission, et ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, et je l'écoute tous les soirs avant de m'endormir, je vous écoute jusqu'à la fin. Je vous remercie. Et là, j'ai un gros souci. C'est ma petite fille qui me pose beaucoup de soucis. Quel âge a-t-elle ? Eh bien, elle vient d'avoir 20 ans. Oui, elle est jeune. Voilà. J'ai appris dernièrement là que elle était dans la drogue. Dans la drogue, c'est-à-dire quel type de drogue prend-elle ? Je crois que j'y connais pas grand-chose, mais je crois que c'est excusez-moi, je crois que c'est la blanche, je sais pas quoi là. L'héroïne ? Cocaïne ? Oui, et donc, je suis mal parce que je sais pas quoi faire. J'ai appelé son médecin, donc il m'a dit qu'il voulait la voir, il a dû téléphoner pour qu'elle passe le voir. J'ai appelé son père et j'ai un ami qui est dans la gendarmerie, je l'ai mis au courant et tout. Il a essayé de voir les fréquentations qu'elle a. Mais il me dit elle a 20 ans et si elle veut pas se soigner, si elle veut pas, on peut rien faire. Mais comment l'avez-vous appris ? De quelle façon ? Bêtement, c'est-à-dire que son comportement avait changé vis-à-vis de moi, parce que je l'ai élevé jusqu'à l'âge de 11 ans. Comment se fait-il que ce soit vous qui l'ayez élevé ? Je l'ai élevé parce que son père et sa mère se sont connus, ils étaient très jeunes, ils étaient fous amoureux. Quand la petite elle est née, elle était perdue, elle était très jeune, elle était perdue pour
pour s'en occuper, tout ça. Et comme moi j'habitais à côté, je lui dis, écoute, ne te tracasse pas, je suis à côté, je vais la prendre, je vais te faire voir comment on fait les biberons, comment on la change et tout. Et puis cette gosse, évidemment, comme ils habitaient à 100 mètres de la maison, eh bien, je les gardais en permanence, quoi. Mais ils venaient quand même à la maison, ils venaient manger et tout, et puis, bon, je m'en occupais. Mais sa mère n'était pas en mesure de s'en occuper? Non, non. Pourquoi? Non. Et j'ai appris par la suite que sa maman était aussi là-dedans. Dans la drogue? Oui, mais entre-temps, elle avait quitté mon fils. C'est-à-dire que quand la gosse avait 2 ou 3 ans, elle a quitté mon fils, et parce qu'entre-temps, elle avait connu quelqu'un qui était là-dedans. Et moi, j'ai tellement eu peur qu'après, j'ai dit, bon, mais c'est pas possible, cette gamine, elle peut pas vivre, elle peut pas grandir là-dedans. Elle me l'a laissée, il n'y avait pas de problème, elle la voyait quand elle voulait et tout. Et à 11 ans, elle a voulu la reprendre. Parce qu'elle avait refait sa vie, elle avait eu d'autres enfants avec cette personne, et en fait, ma petite fille, c'était surtout pour s'occuper des plus petits, quoi. Allô? Oui, je vous écoute. Et puis, donc, je la quittais pas des yeux. On était très liés, très proches. Elle venait me voir tous les week-ends. Elle passait les vacances avec moi. Quand elle avait un souci, elle appelait mamie. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'elle venait, je trouvais que son comportement changeait. Elle voulait plus aller à l'école. Elle voulait pas travailler. Elle était énervée, elle était agressive. Alors que jamais elle me parlait mal. Elle commençait à m'insulter. Et là, tout dernièrement, elle voulait de l'argent. Et moi, je lui dis, si tu veux de l'argent, je vais t'en donner, mais je veux savoir pourquoi. Elle me dit, j'ai l'électricité à payer. Puis je lui dis, tu me donnes la facture, je paierai l'électricité. Elle voulait pas me donner la facture. Je lui dis, je te donne pas de l'argent comme ça. À l'EDF, il faut payer par chèque. Alors là, elle est partie d'une furie. Et qu'elle me détestait, que si et que là. Et alors j'ai dit, mais c'est pas possible, comme elle a changé comme ça, cette gosse, mais c'est pas possible. Mais là, c'était récemment, ça? Il y a à peu près 2 ou 3 mois. Oui. Et donc j'ai fait mon enquête, parce que moi je suis pas une mamie qui reste comme ça sur place. Hein. Donc j'ai essayé de voir ses fréquentations, et bien j'ai été étonnée de voir qui est fréquenté, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est, mais dans quel milieu elle est? Alors j'ai essayé de discuter avec elle, elle m'a dit, t'occupe pas de ma vie, je fais ce que je veux, ça te regarde pas. Et donc j'ai alerté son père, et son père, bon, il l'a prise avec lui, mais c'est pareil, elle l'insulte, et lui il a peur de la taper, parce qu'il dit, si je la tape, je vais lui faire mal. Alors, mais de toute façon, ça sert à rien, c'est pas la taper qu'il faut. Mais c'est-à-dire qu'il faut voir un peu comment elle est devenue. Oui, mais la taper ne servira à rien. Ah non, mais de toute façon, comme il dit, il la touchera pas. Mais elle nous fait peur. Elle nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle a des comportements... Elle a des comportements violents. Alors moi, je sais pas quoi faire. Oui, mais elle est où, là? Elle est où actuellement? Qu'on m'appelle, comme dit votre... Elle est où, Annie? Elle est où, votre petite fille? Eh bien, je pense qu'elle est chez son père. Il m'a téléphoné pour... Donc elle est chez votre fils? Il m'a dit, ça fait 2 jours, je l'ai pas vue. Elle est chez votre fils, donc elle n'est pas... mais oui, mais ça fait 2 jours qu'il l'avait pas vue, on ne sait pas où elle est. Oui, enfin, ça fait 2 jours qu'il l'avait pas vue, mais elle n'est pas partie depuis 1 mois. Ah non. Elle est chez son père actuellement. Elle vit chez lui. Elle est chez son père seulement. Comme il me dit, mon fils, il me dit, je peux pas faire ce que je veux avec elle maintenant. Il me dit, c'est plus une gamine, c'est une femme, et on ne sait plus quoi faire. Alors il fallait que j'en parle à quelqu'un, parce que c'est pas évident d'en parler à ses relations, on a un peu honte. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, et puis ça nous arrive à nous, et elle est tellement jolie. Elle est jolie comme tout, elle est en train de se détruire. Oui, non, mais attendez, ça, bon, d'abord, ça n'a rien à voir. Oui, mais votre petite fille, elle a une histoire compliquée, Annie. Hein. Je sais bien qu'elle a une histoire compliquée, mais avec moi, même j'étais si son seul repère. Et oui, vous avez été... Mais attendez, là, elle traverse, une crise... et pour le moment, elle est dans une phase où elle vous rejette. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais le problème, c'est qu'actuellement, il faudrait qu'elle trouve un interlocuteur et qu'elle accepte, et pas dans la culpabilisation, mais qu'elle accepte une aide.
Parce que elle est dans, il y a un problème de dépendance. Alors, je sais pas comment. Il faudrait peut-être que ce soit son père qui en parle avec elle, parce que c'est elle qui a décidé d'aller vivre chez lui, si je comprends bien. Oui. Elle est partie de chez vous il y a combien de temps? Et puis comme moi j'étais amie avec la dame de l'agence, un jour au téléphone, elle me dit, tu sais, elle me dit, ta petite fille ne paie pas le loyer depuis 2 ou 3 mois. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais venir payer. Donc je l'appelle, je lui dis, t'as pas payé le loyer? Elle me dit, t'occupe pas. Bon, je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit, j'ai payé, je veux pas qu'elle se retrouve à la rue. Mais pourquoi c'est vous qui payez et pas son père? Parce que mon fils, il a pas trop les moyens. Mais enfin bon, il subsiste à ses besoins, mais il a pas trop les moyens de payer de loyer, lui non plus. Alors moi j'ai dit, bon, ben, je vais payer. Et puis après, quand il a su, évidemment, je me suis fait gronder. Il m'a dit, plus tu la gâtes, plus moins ça sortira. C'est possible. Et il a raison, mais c'est vrai qu'il a raison. Je lui donne entièrement raison. Mais Enfin, il y a d'un côté, elle est extrêmement gâtée, et de l'autre, il y a un manque terrible. Alors, c'est difficile de s'y retrouver. Et donc, je lui dis, écoute, on peut pas la laisser comme ça, s'enfoncer. Je lui dis, il arrivera un moment où je pourrai plus payer, donc il faut qu'elle déménage. Et on y est arrivé. Donc je lui ai dit, écoute, mamie, je te jette pas la pierre, mais il faut aller voir quelqu'un qui va t'aider, il faut aller te soigner tout. T'occupe pas, t'es une vieille sorcière, qu'elle me dit. Elle est très agressive. Elle est très agressive vis-à-vis de vous. Chantage au suicide, qu'elle va se suicider et tout. Le médecin qui vous avez parlé, vous me parliez d'un médecin. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il allait lui téléphoner pour lui dire de passer, mais est-ce qu'elle va y aller? C'est ça. Elle peut écouter le médecin. C'est son médecin traitant depuis qu'elle est petite? Oui. Si, elle peut davantage écouter le médecin, parce que lui est extérieur et il peut avoir une relation à la fois plus neutre et en même temps, il est moins dans l'affectif avec elle. Donc, elle n'aura certainement pas, on peut penser, la même agressivité que vis-à-vis de vous. Pourquoi vous pensez qu'elle vous en veut autant en ce moment? Parce que je ne veux pas lui donner d'argent. Vous pensez que c'est seulement ça? Oui. Oui, je lui ai pris les clés de la maison. Elle avait un double de clés, je lui ai pris les clés de la maison. Son agressivité a commencé uniquement pour les problèmes d'argent? J'ai pas entendu. Son agressivité vis-à-vis de vous a commencé uniquement lorsqu'il y a eu des problèmes d'argent? Oui, parce que elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas aller à l'école et il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait alors actuellement? Rien, elle tourne toute la journée. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Oui, mais donc là déjà c'était préoccupant. Mais nous on s'était rendu compte de rien. Jusque-là elle était normale. Mais non, mais si depuis 2 ans elle n'avait pas de projet, pas de formation. De temps en temps. Elle faisait un mois par-ci, un mois par-là. Oui, mais c'est embêtant de ne pas avoir de projet. Elle était quand même un peu dans le vide. Elle m'a dit, la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit, écoute, tu veux pas travailler, tu veux que... J'ai dit, moi, tu sais que j'ai des relations, je peux te faire rentrer dans une maison de retraite. Tu aimes les papiers, les mamies. Je peux te faire rentrer là. Elle me dit, t'occupe pas, je suis pas faite pour le travail, occupe-toi de toi. Elle était déjà agressive avant. Du tout. Toujours dans mes bras, toujours me faisait des câlins, tout le temps on était très proches. Qu'elle me disait toujours, mamie, toi tu m'auras jamais, t'es immortelle. Elle me disait, est-ce qu'elle voit sa mère? Elle me dit, je suis perdue et puis maintenant elle veut plus me voir. Annie, est-ce qu'elle voit sa mère? Oui, et sa mère, si elle n'est pas bonne pour elle, parce que j'ai appris qu'à l'âge de 16 ans, pour son anniversaire, elle lui a donné de la truc blanche là. Parce que maintenant je mène une enquête de gendarme. Moi, je suis en train de voir avec qui elle va, avec qui elle traîne. Non, mais c'est pas à vous de faire ça, Annie. Je n'avais rien, je peux pas dormir autrement. Oui, mais vous pouvez pas l'aider, vous, en étant dans cet état d'angoisse. Elle me voit pas, mais je... Mais elle le sait, elle apprend. Vous pouvez pas... en même temps... bien sûr qu'on peut comprendre votre angoisse, Annie, mais dans un tel état d'angoisse, vous ne pouvez pas actuellement aider votre petite fille. Surtout à jouer les gendarmes. Il serait préférable que ça soit quelqu'un d'un peu plus extérieur. Elle ne voudra pas y aller. Non, mais il n'y a pas quelqu'un dans la famille. Comment est son père vis-à-vis d'elle aujourd'hui? Son père, il l'adore, mais elle me fait peur. Des fois, elle a des regards.
C'est Il me pas, dit, elle c'est me pas fait le coup peur. de l'adorer parce que c'est pas d'adorer, c'est pas Oh, mais d'adoration non, mais dont ça elle a m'occupe, besoin. ça l'est toujours occupé. Hein. Ben, pas tant que ça. Vous C'est-à-dire dites ça parce que c'est votre fils, mais j'ai pas l'impression qu'il s'en est toujours occupé, moi. Heureusement que vous avez été là, vous, mais entre le père et la mère, elle a été quand même dans un contexte très abandonnique, cet enfant. Ouais, oui. Il faut vous quand avez même raison. reconnaître, vous dédouanez beaucoup votre fils, mais enfin... Allez, ouais, c'est mon fils. Bon, bah oui, mais bon. Donc... C'est-à-dire que bon, il n'avait pas le choix non plus, je vais vous dire. Oui, non, mais il a, ses raisons, mais pour autant, alors, est-ce qu'aujourd'hui, il peut être présent pour sa fille? Ah oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il peut lui dire, Elle là ne tu veut es pas dans un l'écouter. état de souffrance? Ben oui, mais en même temps, ça se comprend qu'elle veuille pas l'écouter. Parce que c'est difficile maintenant de reprendre un rôle de père et un rôle d'autorité quand on n'a pas été là pendant toutes les années d'enfance et d'adolescence. Hein. Il faut reconnaître ce qui est aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la famille, un oncle, une tante, quelqu'un qui pourrait faire office comme ça de tiers un peu extérieur, un peu moins impliqué peut-être, mais C'est pas parce qu'elle que je suis pourrait allée voir les écouter? autres grands-parents et du côté de sa Oui, mère. Et... les autres grands-parents maternels, justement du côté maternel, Eh ben, je suis j'allais allée les dire. voir et ils m'ont pas mis dehors, mais presque, parce que ils m'ont dit, ouais, tu racontes que des mensonges, et si et là, je lui dis, mais je ne raconte pas des mensonges, elle est en danger. Il me dit, je sais bien que sa mère, elle le fait, mais elle quand même. Et je lui dis, elle aussi. Alors, ça les dérangeait parce que les voisins risquaient d'entendre, de le savoir. J'ai dit, ben oui, voilà. J'ai dit, ça vous dérange, votre petit train-train, là, voilà, et vous voulez rien savoir, vous fermez les yeux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un oncle, une tante du côté maternel? Parce que ça, il y a un manque terrible du côté maternel. Mais elle voit sa mère, elle la voit tous les jours. Oui, mais vous me dites que la mère est elle-même toxicomane. Oui, voilà. Bon, d'ailleurs, Sa mère, le beau-père, c'est voilà. symptomatique. Hein, tant qu'ils vont la dedans. drogue est quand même très liée. On pourrait penser une identification à la mère là. La mère n'a pas de frères et sœurs? Elle a deux sœurs. Elle en a une qui est du côté de Marseille. L'autre. Elle ne connaît pas ses tantes, votre Si, elle les petite connaît fille? bien, mais bon. Elle s'entend pas bien avec elle? J'ai l'impression qu'elles veulent pas trop s'embêter. Elles ont des enfants, elles ont une vie, elles veulent pas s'embêter avec elle. Hein. Bon, alors laissez faire le médecin pour le moment. Laissez faire le médecin. Vous êtes actuellement trop angoissé par la situation pour pouvoir l'aider, Annie. Parce qu'à la fois vous voulez la protéger comme si elle était une petite fille, et puis à la fois vous voulez être le gendarme. Vous pouvez pas faire tous les rôles en ce moment. Donc elle. On peut pas l'abandonner, on peut pas la laisser s'enfoncer. Il faut essayer de faire quelque chose. Mais je sais pas quoi. Oui, mais vous le dites vous-même. Vous êtes trop démunis. Un truc anonyme là de ces trucs et on m'a dit il faut que ce soit elle qui le décide parce que si vous la faites soigner de force, quand elle va ressortir, elle va replonger. Il faut que ce soit elle qui le décide. Exactement. Comment? Exactement. Alors je sais pas quoi faire. Bon, écoutez, Annie, attendez, avant de dramatiser. Elle est pas partie avec comme ça à la rue avec une bande de toxicomanes. Elle vit quand même chez son père. Certes, il l'avait pas vue pendant 2 jours, mais c'est une jeune fille de 20 ans. Elle peut aussi avoir un petit ami. Elle peut aussi partir dormir chez une amie. Il l'a pas vue. Ça fait pas 15 jours ou 3 semaines qu'il l'a pas vue. Ça faisait 2 jours qu'il ne l'avait pas vue. Donc attention, il faut que vous vous apaisiez un petit peu. Le père, c'est pas parce qu'il n'a pas été présent pendant l'enfance et l'adolescence qu'il ne peut pas là être présent pour elle. Je crois qu'il faut aussi vous un peu là pour le moment rester à l'écart, arrêter d'enquêter partout. Vous avez appelé le médecin, dire bon le médecin peut la contacter. Et voir avec votre fils que votre fils lui parle en disant je te sens perdue en ce moment, plus dans ce côté-là, je te sens perdue, je te sens malheureuse et ça serait bien peut-être que tu puisses en parler à quelqu'un. Est-ce que voilà, essaye de voir le médecin de famille, quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider, t'écouter. Quelqu'un un peu d'extérieur à la famille. Ça peut se passer comme vous le dites, ce serait formidable, mais parfois, les jeunes gens comme ça acceptent mieux de parler à quelqu'un d'extérieur à la famille. Hein? Vraiment, je pense qu'elle écoute davantage ses fréquentations, ses mauvaises fréquentations qui doivent lui dire « Oh, ce que te racontent les autres, c'est nul ».
Déjà, Oui, mais quand parce qu'elle on lui a dit qu'il fallait elle qu'elle parte de retrouve. l'appartement parce qu'elle pouvait plus payer et que c'était Oui. qu'elle allait s'enfoncer et tout. Elle a dit oh là là, avec les lois qu'il y a, on peut pas me mettre dehors tout Oui. l'hiver. Ah, j'ai dit non. Mais finalement, c'est pas mal parce que au fond, ça lui permet de. Elle est retournée chez son père. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire lourde derrière de quand même du côté maternel, même si elle voit sa mère, une mère qui malheureusement ne peut pas vraiment être là pour elle, un père qui n'a pas pu non plus vraiment prendre sa place de père. Donc, c'est vous qui l'avez élevée. Hein. Bon, pour le moment, eh bien, malheureusement, c'est vous qui en prenez plein la figure, comme parfois ce sont les parents qui en prennent plein la figure, parce qu'elle est en train de rejeter en bloc, elle est en souffrance. Et voilà, Elle va pas bien. Bon, alors. Dit, mais elle souffre. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous rejeter tout le temps. C'est une crise qu'elle traverse et je suis d'accord avec vous. Elle a besoin d'aide, Annie, mais c'est pas en lui martelant continuellement et en essayant, en aggravant le tableau, en le dramatisant, qu'elle va faire quelque chose. Je crois au contraire qu'il faut essayer d'être un peu dans la voie de l'apaisement et justement de pouvoir parler avec elle et le médecin peut être un bon médiateur à ce sujet. Et à ce moment-là, de l'orienter après vers un médecin beaucoup plus spécialisé. Parce que derrière cette prise de drogue, il peut y avoir un problème dépressif. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit à mon fils. J'ai dit, moi je pense qu'elle est en pleine dépression, qu'elle cherche, qu'elle est en demande, et elle peut s'éloigner de vous parce qu'au fond, elle n'a pas envie aussi de vous donner à voir cette image d'elle en ce moment. Vous croyez ? C'est possible. C'est possible aussi. Alors il y a des auditeurs, je pense à Harry, il y a quelqu'un aussi, Chris, qui parle d'hospitalisation à la demande d'un tiers pour une prise en charge. Je crois qu'avant d'en arriver là, il faut quand même essayer la voix du médecin. Qu'il puisse avoir une consultation parce qu'on n'en est pas encore à des débordements. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle prend exactement, à quel rythme. Il faut quand même voir déjà qu'elle a un rendez-vous avec le médecin de famille et que lui fasse le point. D'accord. Hein ? Et vous pouvez aussi peut-être à ce moment-là vous faire aider, comme dit Isabelle, pour apprendre un peu à prendre un peu de distance, ce qui n'est pas l'abandonner. Mais plus vous serez... Et oui, mais c'est important pourtant, Annie, parce que... Mais oui, mais j'entends bien que vous ne pouvez pas, mais c'est pourtant quand vous saurez, comment dire, un petit peu plus... si vous arriviez, vous, à être un peu moins dans l'angoisse, vous pourriez davantage aider votre petite fille. Parce que si vous-même, vous êtes submergé par l'angoisse, de l'angoisse plus de la souffrance, ça fait un cocktail qui est pas bon. Vous savez, Caroline, quand elle vient, je lui fais voir, je lui fais rien voir. Je prends sur moi, je lui fais rien voir. On parle de tout, on parle de rien. Bon, de temps en temps, je lui dis, tu veux pas, je te connais du travail, tu veux pas aller te présenter, oui, mais tu veux pas Annie, y aller, tu te fais belle, tu te changes et tout. Annie, ça va pas parler de tout et de rien. Puisque votre petite fille, elle est en souffrance. Et oui, donc, mais quand elle vient me voir, si elle vient me voir, il faut bien que je lui parle quand même. Ben oui, mais pas de parce tout. Parce qu'elle me connaît, elle sait comment je suis, donc elle va me trouver bizarre. Ben oui, mais Annie, face à quelqu'un qui est, dites-vous, en souffrance, on parle pas de tout et de rien. On parle pas de la pluie et du beau temps. Moi, j'ai envie qu'elle revienne comme elle était avant, et puis que... Ah, ben oui, Annie, mais c'est pas la petite fille d'avant. La petite fille d'avant, elle a grandi avec beaucoup de manques et de carences, même si vous avez été là. Elle a quand même eu une mère qui elle-même allait mal, qui n'a pas pu s'occuper d'elle, et un père qui lui non plus n'a pas pu assumer son rôle de père. Alors elle s'est construite comme elle a pu, avec vous qui étiez présente à ses côtés heureusement, mais il y a quand même beaucoup de carences. Donc revenir comme elle était avant, avant cette petite fille qui vous semblait si bien, si parfaite que ça, il y avait quand même de la souffrance en elle. Sinon elle n'aurait pas cette crise-là aujourd'hui. Donc peut-être que cette crise-là, finalement, va être aussi l'occasion pour elle de, au fond, avec une prise en charge, de vraiment se construire. C'est aussi peut-être ce qu'il faut vous dire. J'aimerais que ça marche tout ça.
ça, tout ce que vous me dites. Mais c'est tout à fait possible, elle n'a que 20 ans, hein, votre petite fille. Donc vous savez, tout reste ouvert, Annie, hein, vraiment. Vraiment. Bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir Annie. Merci, au revoir, merci. Au revoir. Sting, Soul Cake. Un petit message qui arrive au 7 21 21 code nuit qui dit l'angoisse des autres se sent dans l'épreuve et on a avant tout besoin de maturité et courage à cette dame, donc à Annie, peut-être pour grandir elle aussi dans cette épreuve. Anne nous envoie un mail pour dire « J'ai rencontré un homme en octobre avec qui j'ai démarré une relation amoureuse. Je me suis rendu compte rapidement qu'il consommait cannabis, ecstasy et cocaïne. À Noël, nous passions la soirée ensemble et il a été très taciturne jusqu'à 23h. Il m'a fichu à la porte. Je pense que la drogue est responsable de ce genre de comportement agressif. Je n'ai pas accepté de le revoir. Pouvez-vous nous parler des conséquences psychologiques des drogues dites douces ?» Anne ne dit pas dites, c'est moi qui l'ajoute, dites douces et récréatives. Je dirais que pour moi c'est un non-sens déjà de parler de drogue douce. Il n'y a pas de drogue douce. Parce que selon le psychisme des personnes qui en consomment, les répercussions vont être totalement différentes. Même le cannabis, hein, qui passe justement pour certains, qui en parlent comme d'une drogue douce par rapport effectivement à l'héroïne. Le cannabis, chez certains sujets fragiles, consommé en grande quantité, hein, évidemment, c'est pas quelque chose de fumé comme ça une fois par semaine, une fois par mois, va déclencher, peut déclencher des états psychotiques. Alors, vous me direz, évidemment, ça veut dire que la personne avait une personnalité fragile à la base. Évidemment, on ne devient pas psychotique si on n'a pas cette personnalité à la base. Mais peut-être que si il n'y avait pas eu cette consommation-là, ça ne se serait pas aussi développé. Donc, je connais pas de drogue douce. Si on va par là, l'alcool qui est en vente libre, c'est une drogue dure. La cigarette. La cigarette, on est là aussi très ambigu, très hypocrite par rapport à cette question, parce que finalement, si ce n'est que ça rapporte beaucoup d'argent, mais on nous dit que c'est très dangereux, que c'est effectivement, et ça l'est, on sait que ça tue. Mais bon, là aussi, on peut en acheter. C'est une drogue dure, la cigarette, parce que, et c'est pourquoi finalement, on voit bien que malgré toutes les campagnes, malgré les photos qu'on veut mettre, malgré les messages, eh bien, notamment en France, les Français continuent à fumer. Parce qu'il y a une vraie dépendance. Et pas seulement une dépendance physique, une dépendance psychologique. Donc il faudrait réaborder, je pense, et on est plusieurs spécialistes comme ça, des questions de dépendance en parle. Toutes les campagnes de prévention, si on voulait vraiment être plus efficace, parler de dépendance et non être sans arrêt dans la culpabilisation, parce que c'est ça, être culpabilisé ne sert à rien et peut même avoir l'effet totalement inverse. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, ma chère Anne, mais je connais pas de drogue douce et récréative, et pourtant on sait que dans toutes les cultures, à toutes les époques, toutes les sociétés ont consommé des drogues. Donc il faut aussi le dire, il y a bien une raison à ça, c'est que l'être humain a besoin aussi de s'évader, ou dans certaines cultures c'est pour entrer en communion avec des esprits, avec l'au-delà. Enfin, il y a toujours eu chez l'être humain ce rapport à la drogue. Bon. On va... Alors, il y a Laurence aussi qui envoie un mail en disant « Pour un proche, aider un toxicomane n'est pas évident. Il serait préférable qu'une personne un peu extérieure intervienne. Annie devrait, si possible, garder son rôle de grand-mère. » Et oui, grand-mère, surtout qui c'est pas facile parce que c'est un peu grand-mère-mère. Elle ne peut pas être la policière, la psychologue, l'amie et la banquière. Sa petite fille reviendra certainement vers elle s'il n'y a pas confusion des rôles. Courage à elle. C'est très juste ce que vous dites là, Laurence. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Est-ce que... Alors, on va accueillir maintenant... Non, parce que c'est des mails qui ne concernent pas le témoignage d'Annie. On accueille Arnaud. Bonsoir.
Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année. Merci. À vous et à tous les auditeurs, auditrices. Et puis, merci Arnaud. Merci de bonsoir à l'antenne. Bonne et heureuse année. Succinctement, avant de passer à ma situation, on va dire. Moi, je connais bien les problèmes de dépendance. Je vais en parler plus tard parce que c'est lié directement à mon témoignage. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. De toute façon, vous connaissez bien le sujet, apparemment. Moi, je voudrais dire simplement que une démarche de soins, moi je connais bien le problème, l'HDT, enfin l'hospitalisation sur la demande d'un tiers, c'est pas une solution en soi. Au contraire, ça peut être très mal vécu. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense pas que ce soit une solution. Ouais, trouver une forme de médiation, un médiateur, alors que ce soit dans la famille, dans l'entourage, il y a des associations, il y a tout un tas de choses, de plus en plus. Et je pense que déjà se tourner, se diriger dans ce sens-là, c'est pas mal. Après, il y a l'aspect médical aussi, mais l'aspect médical, il faut que ça vienne de son plein gré. Ça peut être, c'est forcément bénéfique, mais quand c'est pas le moment, je pense pas que ce soit nécessaire. Elle est jeune, elle a 20 ans. Je pense qu'il faut, il y a peut-être moyen de trouver d'autres solutions dans un premier temps, d'autres formes de dialogue, quoi. Bon, cette dame, Annie, c'est ça? Annie, oui. Elle est en pleine codépendance, quoi. Elle est dans un état de désarroi très grand, parce que dans une relation où elle a beaucoup de rôles, elle tient tous les rôles, comme le disait Laurence vis-à-vis de sa petite fille, et c'est compliqué pour elle. Elle essaye, oui. Elle essaye, et on ne peut pas tenir tous les rôles, C'est J'ai compliqué. connu exactement le même cas dans ma famille avec mon père, et le résultat était catastrophique. Donc moi je pense qu'il faut essayer de trouver quelqu'un qui fasse, je dirais pas tampon, mais voilà, médiateur, quoi. Et quelqu'un qui connaît le sujet, qu'elle se sente pas justement trop dans un aspect trop médicalisé, mais quelqu'un qui a un certain vécu par rapport à tout ça, quoi. Oui, et vous dites les associations. Il y a Marie qui nous avait appelé au 39 21 pour dire qu'il y a les associations. Il y a des réunions. Elle parle des narcotiques anonymes qui organisent même des réunions pour les parents, la famille, pour justement expliquer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire. Marie dit qu'elle a été confrontée à ce problème avec sa fille il y a 20 ans, et elle dit que ça l'avait beaucoup apaisée parce que ça lui avait appris beaucoup de choses, et que tout ça se fait dans un cadre anonyme. Comme les Al-Anon chez les alcooliques anonymes. Bon, alors elle, c'est pas, il y a peut-être un problème d'alcool qui se greffe aussi, mais apparemment c'est un problème de polytoxicomanie. Oui, c'est le problème souvent avec les jeunes, c'est qu'il y a des polytoxicomanies, et ça c'est redoutable. C'est sûr, et comme vous disiez, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce. Alors bon, je ne mettrais pas le tabac au même niveau que l'alcool. L'alcool, évidemment, ça n'a pas les mêmes conséquences immédiates. Socialement. C'est pas la même chose. Bon. Oui, socialement, on peut fumer et on garde un état tout à fait acceptable. Tout à fait normal, ouais. Mais bon, je vous parle de votre situation, oui. Vous êtes avec une jeune femme depuis environ 1 an, c'est ça? Alors, je suis avec une jeune femme depuis un an à peu près, oui. Que j'ai justement rencontrée en hôpital psychiatrique. Alors, bon, c'était dans un centre, un grand hôpital psychiatrique, donc je ne citerai pas le nom. Mais un hôpital psychiatrique, c'était, on va dire, un hôpital dans l'hôpital, c'est-à-dire que c'était un centre d'addictologie, quoi. D'accord. C'était vraiment le gros hôpital psychiatrique où on traitait vraiment du psychotique, autisme, l'hôpital, etc. On traite, oui. Vraiment je vais pas dire l'usine, mais bon. Elle avait également des problèmes d'alcool? Alors elle est rentrée plutôt pour, on va dire, surmenage, dépression. D'accord. Mais avec en fond des problèmes d'alcool. Pas forcément avéré, mais la connaissant bien, oui, on va dire qu'elle peut boire une bouteille de whisky sans problème, quoi. Oui. Donc, elle a une certaine tolérance, quoi, à l'alcool. Donc, ouais, je l'ai rencontrée, elle a fait un passage bref. Moi, j'ai passé 3 mois, à ce dernier séjour, mais bon, j'ai fait 7 séjours en psychiatrie pour l'alcool,
X sevrage à l'hôpital, plusieurs cures de désintoxication. Enfin, j'ai 30 ans, mais j'ai un lourd passé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes jeune, hein, pourtant. Vous avez 30 ans. Ouais, hein. je suis jeune, mais bon, j'ai Vous avez commencé déjà à 13 ans. À 13 ans, l'alcool, oui. Ouais, j'ai commencé très fort et j'ai jamais arrêté. Et puis bon, à partir de l'âge de 16 ans, c'était quotidien. Et puis on va dire que ça a vraiment dégénéré vers 23-24 ans, quoi. Comment avez-vous commencé? De quelle façon? Par curiosité avec un ami. Par curiosité, vraiment. Et puis ça nous a plu tout de suite. Et puis, au collège, on buvait quand on avait du temps libre, à savoir le mercredi, le samedi et le dimanche après-midi. Et jamais il y a eu de convocation au collège? Vos parents ne se sont pas aperçus? Non, parce qu'on buvait pas à l'école. On buvait le mercredi après-midi, et quand on n'avait pas cours, quoi. Mes parents se sont rendus compte de rien. Mais bon, on buvait pas des quantités. C'était 1 litre de vin dans l'après-midi. C'était pas la folie, quoi. Je rentrais dans la salle de bain. Enfin bon, voilà, donc j'ai sombré là-dedans au fil des années. Moi, je suis musicien de métier. Hein. Oui. Donc j'ai arrêté l'école à 16 ans. Là, déjà, je buvais du temps de midi, entre les cours, etc. À 18 ans, j'ai commencé à jouer dans un groupe. Donc là, c'était le blanc à 9h du mat. Enfin, les blancs à 9h du mat. Et puis après, ça enchaînait après la répétition à partir de 2h. Enfin bon, j'ai sombré dans l'alcoolisme. Oui, lourd. Il paraît qu'on parle plus d'alcoolisme chronique. Pour moi, l'alcoolisme, c'est quelque chose de chronique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que ça se fait pas en un jour, quoi. Il y a des gens qui tombent accro au crack en très peu de temps. L'alcoolisme, ça se... Vous savez, moi, j'en suis arrivé à un point... je tape des crises d'épilepsie maintenant, quoi. Depuis 1 mois. Et ça a un rapport, on vous a dit, avec votre consommation? Je ne suis pas encore allé voir un neurologue, mais je suis quasiment persuadé que ça a un rapport. Ça, je ne sais pas. Moi, je suis pas médecin. Il faudrait déjà voir un neurologue pour ça. Il faut que j'aille voir un neurologue, mais c'est oui. prévu que j'aille le voir dans les prochains jours parce que ça peut me prendre à tout moment, hein, même maintenant, là, tout de suite. Ben oui, c'est le propre de l'épilepsie, mais il faudrait prendre rendez-vous vite avec un neurologue, hein, parce que c'est embêtant. Il faut que vous ayez un traitement. On se rappelle de rien, mais on garde une impression très morbide et c'est surtout s'il y a quelqu'un, c'est très choquant pour les gens qui sont autour. Hein. Enfin, moi, j'ai déjà assisté à une crise d'épilepsie, c'est assez frappant. Enfin bon, pour revenir sur le sujet, donc j'ai rencontré cette jeune femme dans ce contexte. Oui. Alors que j'étais vraiment pas là pour faire une rencontre, hein. C'était vraiment une rencontre qui s'est faite par hasard, quoi, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Oui. Et puis bon, c'est parti très fort. Moi, je suis parti comme une fusée. Je pars très vite au niveau sentimental. Enfin, rarement, mais quand je pars, quoi. Et disons qu'avec elle, ça a été très fort, rapidement, et ça a été réciproque quasiment tout de suite. Donc bon, au début, c'était l'Eldorado, hein, etc. Bon, je lui ai rapidement expliqué que vivre avec un alcool, parce qu'elle rapidement, elle voulait se mettre avec moi, que j'aménage chez elle, etc. Je lui ai expliqué que vivre avec un poireau, si vous me passez l'expression, c'était compliqué. Elle se rendait pas compte, quoi. Elle me disait oui, non, ça. Et puis bon, voilà. Alors bon, pour mettre dans le contexte, c'est une jeune femme qui a un enfant qui a 33 ans, elle a un enfant de 4 ans. Oui. Avec le mari, donc ils sont pas mariés, mais bon, ils sont séparés. Ils sont restés 8 ans ensemble. Ils sont séparés depuis. Mais enfin, c'est assez ambigu en fait leur relation. Mais bon, quand je l'ai rencontré, ils étaient séparés, quoi. Et en même temps, parallèlement, ça faisait 2 ans et demi qu'elle avait un amant parallèlement, quoi. Parallèlement à cette histoire avec le père, hein, du petit garçon. Voilà, donc c'est un peu l'effet de l'amour, hein, ce que je vous raconte. Non, je n'ai pas dit ça. Non, ça c'est pas. Je viens donner un peu de piment à la vie. Donc voilà. Mais moi, je suis arrivé au milieu. Oui. Et bon, elle est tombée amoureuse de moi.
Bon, elle m'a expliqué rapidement le contexte. Alors, je me suis rapidement rendu compte que j'étais en train de mettre le nez dans un guêpier, un carcan. Je savais pas trop, mais bon, je me suis dit fonce. De toute façon, t'as rien à perdre. Depuis le temps que je cherchais une relation amoureuse forte, je l'avais trouvée, ça faisait des années, parce que bon, les relations un soir, en une semaine, ça va 5 minutes. Puis bon, je me suis rapidement rendu compte du problème, parce qu'elle est relativement instable par rapport à ses sentiments. Attendez, j'allume ma cigarette. Moi, je suis complètement instable par rapport à... Enfin, je suis assez déséquilibré par rapport à ma personnalité, par rapport à moi-même, on va dire. Mais sentimentalement, je veux dire, mes sentiments sont clairs, quoi. Je sais où j'en suis, je suis fidèle, etc., quoi. Oui. Et je doutais depuis le début, et j'avais raison de douter, d'ailleurs. Je me suis rendu compte et j'ai réussi à lui faire avouer qu'elle m'avait trompé les premiers temps. Alors, parce qu'en fait, elle a commencé à se rendre compte que finalement, j'étais pas le prince charmant, qu'elle m'avait un peu idéalisé au début. Oui, mais enfin, vous l'avez rencontrée dans une phase où elle n'était pas bien, mais bon. Oui, alors que moi, j'étais à l'hôpital depuis un moment, je ne buvais plus, j'étais très propre sur moi. Mais finalement, quelle est une goutte d'alcool. Oui, mais quelle question vous vous posez aujourd'hui par rapport à elle ou à votre histoire? Bah écoutez, je l'ai eu au téléphone encore tout à l'heure. Oui. Elle est en train de me dire, j'ai l'impression qu'elle est prise dans un étau, enfin qu'elle est tiraillée, et moi j'ai l'impression d'être prise dans un étau, quoi. Elle me dit elle se demande si elle veut pas revenir avec le père de son fils. D'accord. Histoire de finalement préserver un peu son fils, parce qu'elle pense beaucoup à son gamin. Oui. Qui est un peu tiraillé à droite à gauche, qui voit passer un homme, un autre. Oui, ça doit pas être simple. On parlait des grands-parents qui essaient de l'accaparer, etc. Donc elle essaie de se préserver un peu, je pense. Elle a envie de se poser, mais en même temps, elle est instable. Sexuellement, elle est relativement en demande, quoi. Moi, elle m'a sorti un soir où on avait bu alors qu'on n'était pas toujours ensemble. Elle m'a dit: je suis une femme libre et libérée. Enfin, vous voyez, le genre de phrase qu'on a vachement envie d'entendre quand on est amoureux de quelqu'un. Oui, mais qui veut pas dire grand-chose finalement. Non, mais ça fait mal. Non, mais dans son cas, c'est une femme surtout perdue. C'est ce que vous semblez avoir compris. C'est qu'elle est très en demande, et sa demande sexuelle reflète surtout une demande affective immense. Elle va d'un peu d'un homme à l'autre, elle est dans une attente affective que jusqu'à présent personne ne peut combler. Elle va mal. Moi, elle me dit, c'est une femme, vous savez, bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est une Sicilienne, elle a du sang chaud, quoi, on va dire. Oui, oui, non, mais bon, je rentre un peu dans les clichés, peut-être. Je rentre dans les clichés, mais... elle me dit qu'elle est... Excusez-moi. Elle me dit qu'elle est jamais tombée autant amoureuse qu'avec moi. Mais sexuellement, je la satisfais, mais elle trouve d'autres satisfactions sexuelles ailleurs, différentes. Affectueusement, je suis extrêmement affectueux. Après, ce qui lui fait peur avec moi, c'est mon instabilité sociale. Elle est mal placée pour vous parler de ça. Pardon ? Elle est mal placée pour vous parler de ça, parce que vous pourriez lui renvoyer son instabilité affective. Mais oui, mais vous voyez bien, Arnaud, qu'il y a quelque chose qui... Moi, je vous trouve, depuis le début, vous êtes lucide, sans complaisance vis-à-vis de vous-même, intelligent, ça c'est indéniable, vous avez de l'humour, vous pratiquez l'autodérision, et là, elle a certainement beaucoup de charme, cette jeune femme. Mais elle est perdue. Elle a tous les hommes à ses pieds, ça, y a pas de problème. Oui, mais elle est perdue. Mais oui, mais comme souvent les femmes comme ça qui sont qui sont très fragiles, qui sont vulnérables et qui déclenchent un peu un sentiment de protection chez les hommes. Mais elle est larguée. Je vais vous le dire de façon plus familière. Elle est totalement larguée.
Oui, parce qu'elle a un côté femme forte, très indépendante. Oui, En fait, apparemment. C'est-à-dire que c'est ça, elle véhicule des messages complètement paradoxaux, c'est-à-dire la femme libre, libérée, donc qui peut avoir des relations sexuelles rapidement et facilement, mais qui en fait est dans une souffrance et derrière a d'une demande affective immense. oui. Donc bon, c'est une illusion ça. Et vous, franchement, est-ce que vous avez besoin de ça? Écoutez, Je dis pas le piège est séduisant, mais est-ce que vous avez besoin de ça actuellement? Si vous êtes en train d'essayer de vous sortir un peu de ce parcours difficile, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui est certes très séduisant par plein d'aspects, mais qui est quand même très paumé? ouais, Très perdu, vous savez, deux souffrances, Ben oui, non, mais c'est peut-être réciproque, mais deux souffrances accumulées, ça permet pas de sortir vraiment la tête de l'eau, hein. Se mettre la tête hors de l'eau, c'est sûr. Ouais. Mais disons qu'on a, dans les aspects positifs, on est très complémentaires, et dans les aspects négatifs aussi. Ben c'est ça qui m'ennuie pour vous. C'est bien le problème. Et, moi, d'un côté, la première impression que c'est quelqu'un que j'aime à la folie. Je veux dire, c'est bien ça le problème. D'un côté, je la sens comme une femme vénéneuse. Commune? Une femme un peu vénéneuse, quoi. Oui. Une forme de vipère, quelque part. Mm. Et d'un autre côté, je me jetterais quand même dans la gueule du loup, complètement, même si c'est conscient, quoi. Mais parce que le côté vénéneux, il y a un côté évidemment attirant, hein, mais je suis pas sûre. Je crois que vous n'avez pas suffisamment donné dans le fait de vous faire du mal. Si, pourtant j'ai pas le sentiment d'être masochiste, mais disons que. Mais il y a une part de vous quand même qui s'autodétruit, hein. Ah, mais moi je suis complètement autodestructeur. Ben oui, mais on voit bien. Hein. On le voit là. Non, vous n'avez pas besoin d'elle, mais oui, vous n'avez pas besoin d'elle. Et elle a peut-être pas besoin. Chacun, c'est pas contre elle. Parce que je sais bien que derrière il y a beaucoup de fragilité. Vous voyez, je suis pas en train, mais je pense que vous avez tous les deux un chemin à parcourir et qu'il y a des êtres parfois, il vaut mieux qu'ils poursuivent leur chemin chacun de leur côté pour se reconstruire. Je pense qu'elle aura beaucoup plus de facilité à se détacher. Enfin, c'est une impression. Oui, après, parce que je rappelle aussi souvent. Hein. Oui, mais parce que je vais dire une chose, vous finalement, vous avez, c'est pas forcément un signe constructif ça. C'est que vous, malgré toutes vos douleurs, vous avez cette capacité à vous attacher. Alors, ça fait souffrir en même temps, hein, je le sais Arnaud, ça fait souffrir, mais ça veut dire que quand même, il y a de l'espoir en vous, il y a une envie d'aller vers quelque chose et de vous investir et de construire. Alors que... Une envie de vivre, ouais. Ouais, il y a une envie, il y a une capacité à se détacher, ce qui parfois serait pas du luxe, quelque part. Bien sûr, évidemment. J'entends bien ça. Mais il y a aussi l'autre côté qui est que vous, malgré les claques que vous avez dû prendre, malgré les trahisons, vous avez quand même cette foi en l'autre. Vous avez quand même envie d'y croire. Et ça, c'est vraiment tourné vers la vie. Et que donc, simplement, il faut faire les bons choix maintenant. Et arrêter d'être dans le côté de la destruction. Parce que ça, on est plus du côté de la pulsion de mort que de la pulsion de vie. C'est sûr qu'on est plus dans le morbide, mais je vais vous dire, Caroline, je l'ai bien cherché quelque part, parce qu'elle nourrissait quand même un espoir dans ma guérison, quoi. Par rapport à ma guérison. Mais oui, mais vous l'avez rencontré à un moment particulier. Si rapidement, quoi. Vous rencontrez. Mais non, parce que votre guérison, Arnaud, ne dépend pas, je crois, depuis votre parcours. Vous savez, vous le savez bien, c'est pas moi qui vous l'apprends. Bah oui, qu'il y a des chutes, il y a des rechutes, et puis qu'à un moment, ben voilà, on y arrive. Pour ça que si Annie nous écoute, si sa petite fille
même si elle décide de se faire soigner de son plein gré, il faut s'attendre, faut pas croire qui que ce soit fait des miracles, il faut s'attendre à de nombreuses rechutes. Mais Arnaud... Ça fait partie du soin. Oui, voilà, il y a de nombreuses rechutes, ça fait partie, et les équipes soignantes le savent, et bon, c'est comme ça. Et puis il y a un moment, on y arrive, vous y arriverez. Mais, et justement, votre guérison ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle dépend de vous, et ça aussi, vous le savez. Bien sûr que vous rêvez d'avoir quelqu'un qui va pouvoir être aussi qui va être un soutien, qui va vous aider d'une rencontre, et j'espère qu'elle arrivera et que ça sera un plus. Ça sera un plus. Ça sera pas le moteur. Le moteur, c'est vous, Arnaud, et vous le savez. Vous savez, elle fait beaucoup. Elle fait encore énormément de choses pour moi. J'ai fait deux crises d'épilepsie au mois de décembre dans ses bras. Ouais, mais je sais, mais j'imagine qu'elle est très attachante, cette jeune femme. Mais pour conclure, il faut quand même que vous pensiez à vous. Je vais vous lire les messages qui arrivent. Il y a Carole qui dit ce monsieur est drôle et fin, attachant, très subtil et sympathique. Il est clairvoyant et touchant par la sincérité de ses dires. Alors courage à vous. Non, mais c'est sincère, c'est ce qui... Non, je pense que Carole, elle envoie ça, elle a pas de raison de vous cirer les pompes. C'est ce qui se dégage de vous. Il y a Poupy qui dit, monsieur, d'ailleurs, ils disent, monsieur, je sens que vous êtes quelqu'un qui a une montagneuse envie de s'en sortir. Ce ne serait pas égocentrique de penser d'abord à vous et à votre avenir. Et puis c'est le retour du subversif ce soir, qui dit la vénéneuse fascination de la faille marilinesque. Il parle de cette jeune femme. Sa morsure est fatale. Faites-vous vacciner. Et puis il y a quelqu'un qui dit chapeau à Arnaud qui a une telle conscience de sa dépendance à l'alcool. J'ai vécu avec un alcoolique qui ne l'a jamais reconnu. Trouvez une amie plus fiable. Et puis Prune qui dit vraiment non, elle n'est pas pour vous, trop fragile. Pensez d'abord à vous. Bonne chance Arnaud, accrochez-vous et je pense protégez-vous quoi. Suivez votre ligne à vous. Bonne chance en tout cas. Je vous remercie Caroline. Au revoir Arnaud. Et bonne nuit et je continuerai de vous écouter. Ouais. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Ensemble et en direct, bien sûr, jusqu'à 1h. Vous pouvez donc appeler le standard 39 21, qui est le standard d'Europe 1. Et vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires par SMS au 7 21 21 code nuit. On parlait de dépendance à l'instant et le subversif qui est de retour pour notre plus grand plaisir, pour le plaisir de Nejou, dont son absence lui manquait cruellement. Le subversif dit Europe 1 en intra-auditif à dose journalière provoque des flashs de délectation doucement addictifs. Paix, bonheur et félicité à tous pour cette nouvelle année. Et Sergio dit ravi de retrouver l'ami le subversif. Il commençait à nous manquer, notre maître à tous. Le Castor est également là pour présenter ses meilleurs vœux à tous les auditeurs ainsi qu'à l'équipe de la nuit. Sans oublier de souhaiter un beau chêne centenaire au moins à Fifi qui n'est pas là ce soir mais qui sera de retour demain. Et puis
Et puis nous allons accueillir tout de suite. Alors vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Marianne qui dit quel bonheur de vous retrouver ce soir après 15 jours d'absence. Vous m'avez manqué. Vous avez su me réconforter suite à ma culpabilité liée au décès de mon époux. Toutefois, je n'ai pu contacter Gérald qui me proposait son aide car j'ai égaré son numéro de téléphone. Si il était encore à l'écoute ce soir, pouvez-vous lui transmettre mon numéro? Voilà, si Gérald est à l'écoute, il peut appeler le 3921 et on transmettra votre numéro, Marianne, bien évidemment. On accueille tout de suite, je crois que c'est Marie-Laurence. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie-Laurence. Je suis très touchée de pouvoir discuter avec vous ce soir. Mais moi aussi, ça me fait très plaisir. Et ravie d'avoir votre avis sur ma petite zone de turbulence que je traverse actuellement. Oui, l'année commence, de façon houleuse un petit peu. Un flottement, Pas houleuse, vous diriez. c'est un flottement. C'est un flottement. Un flottement, voilà. Racontez-moi. Donc, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, j'habite dans le sud de la France. Oui. Il y a 4 ans, mon mari nous a quittés, en fait, pour une autre vie, avec une autre femme. Donc, ça a été un cataclysme quand même pour la petite famille. Voilà, et donc j'ai porté pendant 4 ans mes chers ados adorables à bout de bras, avec les hauts, les bas, le départ du papa, voilà, un peu la galère, quoi. Comme toute femme, voilà, qui se retrouve un petit peu seule avec ses enfants. Ouais. Et puis, le divorce ayant été prononcé, et ayant donné du temps au temps, donc ayant pris du recul par rapport à cette séparation, je me suis dit, ce serait bien de changer de vie. Et qui dit changer de vie, dit éventuellement changer d'endroit, voir d'autres horizons, voilà, tourner la page en fait, mais aussi bien psychologiquement que physiquement. Oui. Donc, je me suis dit, je vais revenir à mes anciennes amours et repartir dans ma ville de naissance, qui était, qui est pas très loin, qui est à 150 km donc de la métropole en PACA où je vivais. Oui. Voilà. Donc, j'ai proposé à mes enfants de me suivre. Oui. Si ce n'est que l'aîné qui a 22 ans, pour lui, c'était entendu, il a un job, voilà, donc il restait sur la même ville parce que il était grand, il était temps quand même qu'il coupe le cordon. Donc c'était très bien. Et puis il y avait une fille de 18 ans et un garçon de 15 ans. Bon, je les ai laissés faire leur choix, sachant que j'ai dit que aussi vivre avec papa, ça pouvait leur faire du bien aussi, parce que il y avait quand même des rapports un peu houleux, et que c'est toujours bien, de rester en termes quand même en bon terme avec son papa, c'est important pour l'équilibre. Bien sûr. Donc voilà, le plus jeune a dit non, moi je reste ici. Je ne veux pas quitter mes copains, mes cousins, ma famille, ma ville, enfin bon. Et oui, à 15 ans, c'est important, les copains. Ouais. Oui. Et celle de 18 ans me dit, écoute, maman, ouais, je vais te suivre. Je viens avec toi. Bon. Donc, on a fait la rentrée en septembre. Donc, on est parti. J'ai acheté un appartement. Voilà, on est parti. Et au bout de 3 semaines, c'était invivable, quoi. Je ne peux pas, je veux rentrer, je ne peux pas m'habituer. Votre fille ? Oui, c'est l'horreur. En fait, je t'ai suivi pour pas que tu sois seule. Mais moi, je peux pas m'habituer à cette ville. Ça va pas du tout. Je lui dis, écoute, je n'étais pas obligée. C'était ton choix. Oui, mais c'était pour pas te laisser. Enfin bon, gentiment, mais bon, elle commençait à me faire culpabiliser quand même. Mais bon. Donc je lui dis, écoute, moi maintenant que j'ai tout organisé, la vie ici, tu te débrouilles. Elle me dit, ok, pas de problème. Donc elle s'est organisée. Elle s'est trouvée un bahut dans l'ancienne ville d'où elle venait. Le papa a dit, écoutez, je vous loue un appart à ton grand frère et à toi. Bon, lui, il a le petit, donc voilà. Et donc, elle est repartie. Et donc, moi, je me retrouve toute seule. Oui. Dans ma ville. Oui. Oui, c'est votre ville d'origine, hein ?
Oui, mais bon, que j'ai quitté il y a 25 ans. Enfin, que j'ai quitté pour faire mes études. Enfin, voilà, donc que j'ai quitté il y a 25 ans. Qui est-ce qui reste alors dans votre ville Vous avez de la famille, vos parents? Oui. Oui, enfin, bon, mes parents qui sont divorcés chacun de leur côté, donc qui ont refait leur vie. Il me reste pas grand-chose, si ce n'est un projet professionnel, parce que la ville est plus petite et que je connais quand même un peu plus de monde. Mais bon, là, ça va pas du tout, parce que je me sens... je suis une mauvaise mère, quoi. Pourquoi dites-vous ça? Parce que mes enfants m'envoient des SMS à longueur de journée. Tu nous manques, tu me manques, je t'aime, quand est-ce que tu reviens Voilà, donc je suis... vous n'êtes pas une mauvaise mère, sinon ils ne vous enverraient pas ce type de message, Marie-Laurence. Vous croyez qu'on envoie ce type de message à une mauvaise mère? Oui, mais enfin, inconsciemment, ils me font culpabiliser, alors que... Vous culpabilisez, mais ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère. C'est tout à fait différent, ça. Vous leur manquez, mais c'est bien un peu que vous leur manquiez. Oui, mais j'ai du mal... vous avez du mal à le vivre. Parce que j'ai toujours été une maman poule, donc j'arrive à faire la part des choses. Donc je me suis dit, maintenant, ils sont grands, donc il faut que je pense un peu à moi, parce que ça fait des années que je ne pense plus trop à moi, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse la part des choses. Mais quelque part, je me dis... Est-ce que vous vivez mal, vous, leur absence? Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est douloureux? Non, parce qu'à la fin, ça a été dur, quoi. 3 ados. J'imagine, 4 années, seule avec... surtout vous, avec déjà votre propre peine, votre propre... et puis ce quotidien avec, comme vous dites, 3 ados. Oui, c'est lourd. Ça a dû être très lourd, oui. Oui. À gérer, parce que... Mais bon, là, je me retrouve comme une andouille, quand même. Pourquoi? Comme une andouille? Parce que, comme une andouille... parce que j'ai l'impression que ma vie est vide. Alors, est-ce que j'avais trop axé ma vie sur mes enfants? Il faut dire que ça remplit bien une vie, des enfants, et puis après des ados. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est juste une période, en fait, de... Voilà, comme je vous disais, donc de flottement, parce que j'ai pas encore mes repères, et que je vais quand même m'en sortir. Mais je me dis, mais ça me fait peine, quoi, quand j'entends mon dernier qui pleure en me disant quand ça va pas avec papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui... D'abord, il est chiant, mais comme tout ado de 15 ans, et son père n'accepte pas, quoi. Parce qu'en fait, le papa vit avec une dame qui a deux garçons, mais plus jeunes. Donc, le mien représente le diable. Pour cette nouvelle femme-là, pour cette compagne? Un petit peu, elle a des enfants très dans le moule, très bien, enfin bon... Oui, elle a pas forcément vu arriver d'un bon œil. C'est-à-dire, au départ... elle pensait pas à se retrouver avec un enfant, quoi. Donc voilà, mais donc le mien, on pâtit un petit peu quand même. Il se sent pas, il a du mal, quoi. Il a tout le temps des reproches, mais parce qu'il est ado et qu'il faut être un peu tolérant, quoi. Et j'ai l'impression que ni son papa ni elle ne sont tolérants avec lui, donc il est pas bien, quoi. Donc moi, pour le 31, ils m'ont envoyé mon vœu le plus cher et que tu reviennes ici, que l'on puisse revivre ensemble. J'avoue que bon, oui, mais enfin, un peu mal au trip, vous voyez bien que c'est à vous de revenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien, certes, mais pas au point d'envisager de venir vivre avec vous. Enfin, de tout lâcher. Donc ça veut dire qu'il trouve quand même, il voudrait tout, ce qui est un peu normal à son âge. À 15 ans, on est assez centré sur soi. Et c'est normal, c'est bien de son âge. Oui. C'est-à-dire que c'est pas au point de dire oh là là, j'en peux plus, c'est horrible et donc je pars rejoindre ma mère et je lâche tout. Ça veut dire que il y a des moments certainement où il en a marre de tension, où ça se passe pas très bien avec son père et sa belle-mère. Et puis évidemment, il se tourne vers vous, vous êtes sa maman et il a besoin de se confier à vous et c'est bien que vous soyez là. Oui, non, mais le problème c'est que je suis trop dans l'affect, quoi. Je suis tout le temps dans l'émotion. Voilà, c'est-à-dire que ça vous culpabilise, c'est ça qui est embêtant. Alors que c'est une expérience. C'est-à-dire que jusque oui, mais enfin, j'ai pas fait des enfants pour les lâcher. Je crois pas que je pense pas que vous les lâchez parce que vous êtes à 150 kilomètres. Oui. Non, c'est pas le bout du monde. Non. Donc ils viennent quand vous les voyez à quel rythme là? Ah non, ils se sont pas déplacés encore. Pourquoi?
pour me voir, parce qu'ils ont leurs copains, Depuis leur septembre, ils entraînement. sont pas venus? Non, aucun de mes enfants ne connaît mon appart. Ça, c'est quand même curieux. Et pour les fêtes, là, vous les avez pas vus? Oui, mais on s'est retrouvés en famille, donc dans un autre lieu. Donc, D'accord. Oui, Bah, oui, ils bien pourraient sûr. Oui, venir quand même, vous pourriez leur dire. Après tout, alors retournez un peu les choses, oui. Oui, c'est-à-dire c'est un dire. peu leur égoïsme là. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est à Oui, vous d'aller là où ils sont. Exactement. À vous de dire, Marie-Laurence, mais mon chéri, moi je serais ravie. La maison, enfin l'appartement, t'es grand ouvert. Viens quand tu veux. Tu sais bien que tu es aussi chez toi et viens me voir quand tu veux. Mais est-ce que j'ai réagi en égoïste? Mais non. Pas du tout, pas du tout, Marie-Laurence. Ce sont Parce pas. que dans ma vous tête, vous ils n'avez sont quand pas. même- Attendez, vous les laissez pas comme ça. Vous les laissez pas à l'abandon. Oui, Ils mais on sont chez était leur hyper père. soudés. On était hyper soudés. Mais Marie-Laurence, vous les laissez chez leur père. Vous croyez que les pères se poseraient ce genre de questions? Non. Leur père, Certains quand il est pères, parti, oui. Oui, beaucoup de pères se poseraient ce genre de questions. Mais oui, là oui. aussi, on culpabilise et les mères culpabilisent beaucoup plus généralement. Ben oui, je sais Parce bien, que mais- dans la plupart des cas, ce sont elles qui ont la garde des enfants. Et vous savez, j'ai vu encore Oui, mais on a récemment ça- une on a étude, ça après un vécu. divorce, 30% des pères ne voient plus leurs enfants. C'est dramatique. Alors là, on est vraiment dans les cas extrêmes, C'est dramatiques. Oui. Bon, alors, vous n'abandonnez pas vos enfants, vous êtes toujours en contact avec eux, vous pouvez les voir. Après tout, vous les avez, il y en a un Oui, mais qui a ils ont 22 besoin ans. de moi quand même. Mais oui, mais je ne Effectivement, dis pas... ils ont besoin de Je moi. ne dis pas le contraire, mais il y en a un qui a 22 ans. Vous me dites Oui, lui-même, donc lui, il a un c'est bon. travail Oui. là-bas. Oui, bon, oui, c'est bon. Oui. ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à 22 ans, il a plus besoin de vous. Je suis pas en train de dire ça. Mais Non, vous non. restez, il a besoin de vous, mais pas que vous viviez avec lui. C'est-à-dire, vous êtes là pour lui, il sait qu'il peut vous appeler, il sait que s'il y avait un problème, vous seriez auprès de lui, qu'il peut venir Ouais. vous voir. Vous restez dans sa vie, vous êtes sa mère et vous le serez tout le temps toute sa vie. Et bon. Vous avez votre fille de 18 ans. Bon, elle est chez son père à 18 Non, elle est avec son frère. Parce que Ah le oui, papa d'accord. Donc n'a elle pas vit voulu avec. la prendre. Bon, à 18 ans, elle doit être ravie de pouvoir vivre, de commencer à vivre, d'avoir Ouais, non, l'indépendance. je lui manque, non, parce que depuis le départ de son père, elle est... Voilà. Oui, mais enfin, c'est pas comme si ça s'était passé immédiatement après le divorce. Ça, c'était Non, c'est compliqué. Hein, Oui, après c'est le vrai. divorce, je Oui, vous aurais dit, déjà la séparation du couple, après se retrouver comme ça un peu livré à eux-mêmes, là, c'est compliqué. Oui, vous lui manquez, mais ça veut dire que finalement, tout ce que ça veut dire que au fond, cette relation. Elle est tendre, ils apprécient votre présence, ils ont encore, l'apprentissage de l'autonomie est toujours un petit peu compliqué, j'ai envie de dire, tant mieux dans un sens que vous leur manquiez. Enfin, que vous leur manquiez de façon positive. Ça veut dire qu'ils ont une... J'ai l'impression que je leur manque aussi charnellement, quoi. Les baisers, enfin bon, tout. Et donc, ça me fait mal au cœur, quoi. Oui, mais ce sont quand même plus des petits bébés, Non. des petits enfants qu'il faut border et embrasser Non. le soir Mais avant non, d'aller mais se c'est vrai coucher. que, Et bon, quant à on votre est pas là. fils de 15 ans, vous ne l'abandonnez pas, il est avec son père. Donc c'est aussi bien qu'il ait cette expérience-là de vie. Vous l'avez dit vous-même, c'est important aussi. Son père, jusque-là, vous aviez vécu, vous formiez une famille. Bon, son père est parti avec une autre femme. Vous avez fait face pendant 4 ans. Et puis là, c'est son père qui prend le relais. Bon, peut-être que parce que pour le moment, il voulait rester. Il faut bien préciser, votre fils voulait rester. Oui. Il était attaché à ses copains, à sa famille. Oui, bien sûr, oui. Vous avez fait le choix de partir à 150 km. Mais finalement, si vous étiez resté et que vous ayez un peu dépéri, que vous soyez pas bien, que vous soyez frustré, vous l'aurez peut-être fait porter à vos enfants. C'était pas mieux. Oui, parce que ça Donc- devenait lourd à gérer, en fait. Bon, ouvrez, dire, mais écoutez, vous pouvez venir me voir. Et peut-être que, qui sait, dans un an, votre fils de 15 ans dira, c'est un peu moins important pour lui de rester dans la ville où il est là, et il viendra avec vous. C'est possible aussi, vous voyez, rien n'est figé. Ouais.
C'est le temps un peu de transition qui est un peu compliqué. Mais en rien, vous n'êtes une mauvaise mère. C'est ce que dit Prune d'ailleurs. Pour le moment, ils pensent qu'à eux. Mais c'est normal, ce sont des enfants. Les enfants ont le chic pour faire culpabiliser les parents. Surtout à cet âge-là. Oui, mais non, parce qu'en fait, moi, je me suis quand même dit, c'est quand même aux enfants de suivre les parents. C'est-à-dire, moi, je leur propose un truc. Mais vous leur avez proposé. Oui, c'est ça. Donc, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, si vos enfants souffraient tellement de ne pas vous voir, ils seraient déjà venus vous voir depuis ces 4 mois. Donc, c'est qu'au fond, ils sont pas malheureux comme ça. Donc, il faut relativiser. Donc, ils me font du chantage, quoi, affectif. Un petit peu, oui. Ils savent à quel point vous êtes une maman poule. Et bon, ils s'y mettent tous pour dire on va finir par la faire craquer. Mais ça fonctionne. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne bien. Vous tenez quand même. Non, je tiens le cap. Oui, oui. Non, mais j'ai raison. Je sais que j'ai raison sur le fond. J'avais besoin de sortir de ce carcan, quoi, parce que c'était trop lourd à gérer. Donc j'avais besoin. Il y a Nelly qui dit il faut calmer vos angoisses, Marie-Laurence, et penser à vous. Et je pense pas assez à moi. Eh ben oui, mais parce que c'est normal, pendant 22 ans, là, et plus, puisque votre aîné a 22 ans, vous avez pensé à votre famille, votre mari, vos enfants. Alors même pour vous, vous retrouvez là, du coup ça vous fait dire je me sens comme une andouille. Pourquoi ? Parce que vous n'avez que vous à penser. Et enfin, on voit bien que vous pensez pas qu'à vous, vous pensez à vos petits entre guillemets, même s'ils sont un peu loin, ils sont à 150 km, vous êtes envahis d'eux. Alors non, laissez-les, ils sont pas si mal que donc, ça, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Enfin bon, s'il y avait le moins de... Je suis pas une mère indigne donc. Oh, alors là, écoutez, si toutes les mères indignes étaient comme vous, franchement, il y aurait pas de souci à se faire pour les enfants. Bon, ils ont trop eu en fait, c'est ça. Ouais. Enfin, bon, trop eu, je sais pas. Non, je me permettrais pas de dire ça. Mais vraiment, non, c'est une expérience et c'est bien qu'ils vivent un peu avec son père. Enfin, non, vraiment, il y a. Ça leur permet de grandir et puis voilà. Exactement. Exactement. De un peu le cordon à tous. Parce que bon, c'était trop fusionnel peut-être. Il y a même un auditeur qui dit le gratteur, la grande roue de la vie a fait un tour. Marie-Laurence, profitez d'un tour gratuit. Venir pour vous, amusez-vous un peu. Mais je m'amuse. Mais alors, je rigole parce qu'en fait, je vous ai appelé là pour ce cas-là, mais depuis 4 ans, il m'est arrivé plein de choses. Et comme je vous écoute, chaque fois, il y a des auditeurs. Je me suis retrouvée dans des situations d'auditeurs, donc j'ai trouvé des réponses. Mais ben oui. Vous savez, les sites de rencontres, les gens qu'on rencontre, enfin, les trucs galères, les plans machin. Donc je me suis retrouvée dans plein de situations. Oui. Et puis la mère atroce, non, je l'avais pas encore eue. Donc je me suis dit, mais vous avez bien fait d'appeler parce qu'il y a peut-être des mères qui nous écoutent et qui se sentent comme ça un peu mauvaise mère indigne et qui, grâce à vous, se sentiront un peu moins mauvaise mère, franchement. Ouais. Vous savez, une bonne mère, c'est aussi celle qui accepte de pas prendre toute la place dans la vie de ses enfants. Donc moi, je dirais au contraire que vous êtes une bonne mère. Non, j'en ai conscience qu'il faut d'accepter que, voyez, un moment de passer un peu le relais au père, et puis que les enfants, vos enfants, apprennent un peu à prendre de l'autonomie, tout en veillant sur eux. Ouais, au contraire, c'est très bien, c'est de pas prendre toute la place et de laisser les enfants un peu s'envoler. C'est un peu le but aussi, ne pas trop les étouffer quand même, parce que j'avais peur d'avoir un peu trop sur eux. Et ça leur montre aussi que vous pouvez faire sans eux, malgré cette épreuve qui vous est tombée dessus, que vous ne vous raccrochez pas à eux pour donner un sens à votre vie. Et ça, c'est très constructif. Ça veut dire que vous pouvez faire face sans vous accrocher à eux. Donc au contraire, tout ça est très très positif, Marie-Laurence. Bon, écoutez, ça y est, c'est reparti. J'espère bien, vraiment. Merci beaucoup. Et il y a Prune d'ailleurs qui dit relativiser et pensez à vous, il est temps. Vous êtes encore à 48 ans, je veux dire, il y a plein de choses encore qui peuvent... on a un peu une vieille peau quand même, Oh, mais c'est pas vrai. Mais vous avez vu la description que vous faites de vous, Marie-Laurence? Mais attendez, mais c'est la réalité. Elle est horrible, cette expression, d'ailleurs, vieille peau. Je ne veux pas revenir sur les sites de rencontres où vous êtes complètement à 48 ans. Vieille peau à 48 ans, Marie-Laurence. Non, mais franchement, ça va pas bien, Ça va pas bien, Marie-Laurence. Non, vous avez bien fait de m'appeler. J'ai du recul, mais je peux vous assurer qu'on n'est pas épargné. Vous arrêtez de vous autoflageller. Oui, écoutez. On n'est pas épargné. Oui, ce sont des vieux cons qui disent ça, et puis c'est tout. Franchement. Écoutez, oui, c'est ce que j'en ai déduit. Mais exactement. Il y en a beaucoup.
Ben, il y en a, oui. Il y en a Qu'est-ce que vous beaucoup, voulez? Il n'y a beaucoup. pas de vaccin pour ça, hein, malheureusement. Hein. Ben non, c'est Bon. dommage. Bon, merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse. Au revoir. Bonne fin de soirée, au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Yannick Noah, donne-moi une vie. Et puis un petit mail de Michel qui dit: il ne faut pas baser sa vie sur ses enfants uniquement, car ils s'en vont un jour et doivent faire leur vie professionnelle ou familiale, parfois bien loin. Je vis cela avec mon fils éloigné de 500 km depuis 10 ans. Alors Marie-Laurence, faites votre vie et continuez à leur donner votre amour. On idéalise ce qui est loin et quand on se rapproche, on ne se voit pas beaucoup plus parfois, car leur famille et amis les accapareront. Alors surtout, pensez à vous, vous dit Michel. Et puis, il y a un auditeur qui dit certainement par SMS: une vieille peau indigne. Mais quelle voix, Marie-Laurence. C'est vrai qu'elle avait une très jolie voix. On accueille maintenant Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, vous êtes divorcé, vous, depuis 3 ans. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez une fille. Oui, Alice, qui a 17 ans. Qui a 17 ans. 7 ans. 7 ans, oui, c'est ça, parce que vous avez 38 ans. Hein. Ouais, 7 ans. Voilà. Et alors, vous m'appelez parce que vous êtes très, très timide. Oui, et je vais vous expliquer un petit peu ma vie. À l'âge de 6-7 ans, j'ai vécu avec ma maman biologique et puis un papa. Et en fin de compte, à l'âge de 6-7 ans, j'ai su par ma maman que mon papa qui m'élevait, c'était pas mon père biologique. Oui. Et ça m'a toujours fait un manque, quoi, en moi. Et j'ai toujours été timide, très timide, quoi. Même à la limite maladif, on va dire. Et à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré donc Aurélie, la maman de notre fille. Mmh. On était 13 ans ensemble. Et on a eu une petite fille en 2002. Et en 2004, on a eu une grossesse qui s'est mal passée, une maladie génétique. Tous les deux, on était porteurs d'un gène qui était malheureusement très mauvais pour notre enfant, quoi. Et en 2005, pareil encore. C'était un fœtus, quoi, à ce moment-là. Mais pareil, la même maladie, quoi, qu'on a eue. Et en 2006, elle a souhaité partir de la maison, quoi, de me laisser, elle est partie avec notre fille, quoi. Oui. Et quand elle est partie, ça se passait relativement pas trop mal, on va dire, parce qu'on se disait bonjour et tout, et puis je récupérais Alice, notre fille, à l'école et tout, et depuis 1 an et demi, je la récupère plus, quoi. J'ai plus le droit de la voir tout seul, parce que depuis que je la vois plus, avant j'avais un tempérament très timide et puis anxieux. C'est vrai qu'au repas de famille, pour parler, il fallait que je boive un petit peu d'alcool pour parler. Je suis honnête, c'est pas vraiment la meilleure solution. Oui. Et quand on est vraiment timide, c'est maladif, quoi. Je veux dire, même dans ma famille proche, des fois, je pouvais pas trop parler. J'étais vraiment anxieux, mal dans ma peau. Et donc, en 2006, elle est partie. Et avec Alice, notre fille, dont je la récupérais de temps en temps, Alice. Mais pourquoi vous ne la voyez plus par rapport à ce problème d'alcool? Oui, à l'alcool, parce que elle a su que, dans l'été 2008, j'ai beaucoup trop bu, mais j'avais pas Alice, j'avais pas notre fille, Oui. j'avais pas notre fille. Et elle a su ça, et donc ça l'a... bref, ça plus autre chose, sans doute, et ça fait que j'ai plus le droit de l'avoir tout seul. Donc après, c'est vrai que depuis 1 an et demi, je me suis vraiment alcoolisé pas mal, on va dire, même beaucoup de trop. Et j'essaie de m'en sortir, mais c'est pas évident. Mais bon, j'essaie de m'en sortir, mais... De quelle façon? Comment? De quelle façon essayez-vous de vous en J'ai sortir? été voir un psy,
Et le psy, il a pas... Psychiatre Comment ? Un psychiatre Un Vous m'entendez psychiatre, mal? Un psychiatre. Oui. Et il m'a donné des médicaments et tout, mais ça me faisait plus de mal que de bien, on va dire, quoi. Et C'est-à-dire en partant de chez lui, un jour, j'ai eu un accident. J'avais pas bu le matin, quoi. J'avais pas bu d'alcool le matin. Oui. Et bon, après, je lui ai téléphoné et tout, que bon, elle a bien vu après. Oui, ça venait pas. Si vous prenez de l'alcool et des médicaments, c'est pas l'idéal, hein. Oui, je sais bien, mais il le savait. Il faudrait pas aussi, conduire. ouais. Il faudrait pas conduire. Mais dès le matin, je prenais pas d'alcool, quoi. Dès le matin, je prenais pas d'alcool, quoi. En plus, quand j'allais chez mon psy, j'avais quelques kilomètres à faire et tout. Non, je prenais pas d'alcool et tout. Mais je sais pas, c'était des médicaments qui me convenaient pas, quoi. Et après, j'ai arrêté les médicaments. Donc, je lui ai téléphoné. Oui. Que j'allais plus le voir et tout. Il a bien compris et tout. Pourquoi. Et puis, donc, c'est vrai que je m'alcoolisais toujours, plus ou moins, quoi. Mais je m'alcoolise parce que quand je m'alcoolise, je pense à beaucoup moins de choses, quoi. Ça vous apaise. Comment ? Ça vous apaise. Ah ouais. Mais c'est pas une bonne solution. Mais non, bien sûr. Loin de là, je le sais bien, je reconnais bien. Donc c'est pour ça que j'essayais. Non, parce qu'à ce moment-là, il vaudrait mieux que vous preniez des médicaments contre l'anxiété, parce que vous êtes aussi un grand anxieux, vous m'avez dit. Donc ça vous apaiserait. Vous seriez moins anxieux. Et ça vous... Bon, il y a aussi de la dépendance, mais enfin, on peut la gérer autrement. Et je vois, excuse-moi, mais des fois, je vois, quand je suis bien entouré et tout, je vais 2-3 jours sans boire de l'alcool, ça me gêne pas, quoi. Mais par contre, quand je suis comme je suis maintenant, je suis plus que tout seul à la maison, Vous êtes mal, vous. J'essaye de diminuer le plus possible, mais... Oui. Et vous n'êtes plus suivi du tout en ce moment, alors ? Et là, par mon... Non. Oui. Il faudrait que vous revoyiez quelqu'un, que vous soyez de nouveau prise en charge, parce que c'est difficile, hein, seul. Par contre, je vois que samedi matin, j'ai fait donc je travaille un petit peu dans la viticulture. Je suis à mon compte, je travaille dans la viticulture. J'ai fait le docteur, il savait pas si c'était un malaise vagal ou si c'était une syncope, quoi. J'ai eu une prise de sang ce matin, puis je vais voir les résultats, quoi. Malaise vagal, ça peut arriver, c'est pas grave, hein. C'est 11h. Comment ? C'est pas grave. Vous m'entendez mal, Jérôme ? Comment ? J'ai l'impression que vous m'entendez mal. Il était 11h samedi matin qu'il était. Et j'ai eu un malaise, oui. Oui, un malaise. Si c'est un malaise vagal, c'est pas très grave. Après, il parlait d'une syncope après. Il savait pas trop. Vous êtes peut-être un peu fatigué aussi, hein. Oui, mais j'ai pas travaillé beaucoup comme je suis. C'est vrai que j'étais en grosse dépression depuis un an et demi. Bon, mais il faut que vous soyez suivi, Jérôme. Hein. Vous ne voyez pas un médecin alcoologue ? Non, mais... Mais ça serait bien. Je pense que c'est plutôt de la psychiatrie, puis... c'est ça, puis... Bon, c'est-à-dire, si vous êtes en dépression... Ouais. Si vous êtes... il faut que vous soyez soigné pour cette dépression. Ça, c'est évident, parce que c'est cette dépression... Ça m'a pas forcément apporté beaucoup de choses, quoi. Je sais bien c'est une autre fille que je peux plus la voir depuis tout seul, quoi. Oui, mais Jérôme, c'est un cercle vicieux. Parce que votre fille, vous m'avez bien dit que, évidemment, elle vous manque parce que vous pouvez pas la voir comme avant, vous pouvez pas la voir seule, mais pourquoi ? Parce que vous aviez ce problème d'alcool. Donc, votre ex-femme, elle a fait en sorte de dire que c'est pas possible de la voir seule. À partir du moment où vous pourrez dire... Ce problème-là, l'alcool, depuis que je la vois pas du tout, quoi. Oui, mais Jérôme, à partir du moment où vous arriverez à vous sortir de l'alcool, votre fille, vous pourrez recommencer à la voir seule. Donc, il faut prendre le problème par le début. D'accord. Parce que si vous continuez à vous dire, de toute façon, j'en ai marre, j'en peux plus, je vois pas ma fille, alors je suis mal...
je continue à boire, vous risquez pas de la revoir, votre fille, de nouveau seule. Donc il faut essayer de dire, bon, déjà que ça soit, il faut que ça soit un moteur déjà pour vous, Jérôme. Oui, je comprends, ouais. Donc déjà dire, je vais essayer cette séparation a été difficile. Déjà essayer de sortir de votre dépression, ça va prendre un peu de temps. Bon, il vous a donné des médicaments qui ne vous convenaient pas, ça peut arriver parce que ça dépend. Mais il en existe beaucoup d'autres qui pourraient peut-être vous créer moins de malaise. D'accord. Et puis surtout, il n'y a pas que les médicaments, il y a le fait de parler. Est-ce que vous pouviez parler avec lui ? Il me laissait parler, quoi. Mais ouais, il me laissait parler, mais oui, mais comme moi je suis déjà tempérament à pas parler beaucoup, ça... Vous vous sentiez un peu perdu dans le silence. C'est ça, oui. Vous auriez aimé qu'il vous aide davantage à parler. Mais ça, c'est possible peut-être de lui dire que... Parce que c'est vrai que les psys... généralement, laisse la personne un peu dans le silence, pas totalement, mais pour que la parole puisse émerger, puisse naître. Mais quand on est très anxieux comme vous, ça peut être encore plus angoissant et ça peut bloquer totalement. À l'inverse, quoi, d'accord. Bon. Et parfois, le psy ne se rend pas forcément compte, ça peut arriver, que la personne, ce silence, ça l'encourage pas à parler, mais qu'au contraire, c'est la panique à l'intérieur de vous. Que vous êtes vraiment plongé dans le vide et que vous êtes de plus en plus angoissé. Alors plutôt que d'être envahi par un sentiment de panique, il vaut mieux pouvoir dire « Je suis quelqu'un de très très anxieux, de très timide ». Il le savait quand même aussi. Mais dire là, le silence, il faut que vous m'aidiez à parler. Je me sens mal là. J'ai besoin de votre aide. Posez-moi des questions, aidez-moi. Le silence m'aide pas. J'ai besoin de votre aide. D'accord, carrément demander les questions, quoi. Ouais. D'accord. Posez-moi des questions. Voilà, aidez-moi. D'accord. Mais c'est important vraiment que vous puissiez à la fois, évidemment, être aidé pour votre sevrage par des médicaments, mais aussi pouvoir parler de vous, Jérôme, et de votre histoire, et de vous, enfant, parce que... Je vois que mon père biologique, je l'ai connu qu'à 35 ans le jour, comme mon ex-femme, elle est partie de la maison, quoi. J'allais vous en parler. Ça veut dire mes demi-frères et demi-sœurs, quoi. Oui, ça aussi, cette histoire... Je leur fais un gros manque, quoi. Oui, votre histoire, c'est important d'en parler, d'avoir appris à l'âge de 7 ans que votre père, celui qui vous élevait, n'était pas votre père biologique. Il y a beaucoup de choses à dire. Depuis toute ma jeunesse, je voulais pas en parler, quoi. Je sais pas, c'était au fond de moi, mais je voulais pas en parler. Mais c'était au fond de moi, mais en fin de compte, ça me manquait énormément, quoi. Et du jour, comme mon ex-femme est partie, j'ai voulu refaire les recherches sur mon père biologique et j'ai rencontré ce jour-là. À l'âge de 35 ans. Comment ça s'est passé ? Très très bien. C'est passé très bien pendant 24 mois, un peu plus de 2 ans. Et depuis 1 an, on est en froid, là. Oui. Parce qu'au niveau au niveau de mes problèmes d'alcool, il venait et tout, dépanner et tout, et ça m'aider. Et puis un jour, comme on s'est rencontrés chez mon ex-femme pour la garde d'Alice, quoi, pour parler. Et là, il m'a enfoncé vraiment, et tout, par lequel que je buvais et tout, et j'ai jamais rien caché, quoi. Mais après, je lui ai dit, il m'a mis, j'étais en train de me noyer, et puis il m'a lancé des pierres pour que je me noie encore davantage, quoi. Il m'a pas aidé du tout, quoi. Oui. C'est mon ex-femme. Donc après, ça vous a fait mal, ça. Ouais. Ouais. Et je ne cache pas, même dans mon entourage, dans mon voisinage et tout,
les gens le savent de bouche à oreille ou je le cache pas. Je suis pas fier de tout ça. Hein. Je suis pas fier. Hein. Mais il y a pas lieu, Jérôme, de le vivre comme quelque chose de honteux parce que vous souffrez avant toute chose. Maintenant, il faudra apprendre, je crois, et ça, une thérapie va vous aider à le faire, entre le cacher et puis en parler beaucoup à des gens qui sont pas forcément bien intentionnés. C'est différent parce que les gens sont pas toujours bienveillants et donc après tout ça vous regarde, c'est votre histoire. Bon, il y en a malheureusement qui peuvent vous voir dans un état où voilà, on se rend compte que vous avez consommé de l'alcool, mais ça veut pas dire que vous serez toujours alcoolique, Jérôme. Là, c'est parce qu'il y a un manque, il y a une souffrance. Et d'ailleurs, les difficultés que vous avez actuellement avec votre petite fille en tant que père, on peut aussi les mettre en relation par rapport à votre histoire que vous avez enfant vis-à-vis de votre père. Et ça, vous pourrez le travailler en thérapie. Je sais bien, mais pour l'instant, tout est contre moi, quoi. J'ai plus le droit de voir ma fille. Non, seul. Vous n'avez pas plus le droit. C'est-à-dire que, pour le moment, pas tout seul. Ça veut pas dire qu'on considère que c'est définitif, Jérôme. C'est que pour le moment, le juge a considéré qu'il fallait d'abord que vous preniez en charge. Je comprends bien. Il faut d'abord vous prendre en charge, Jérôme, mais c'est pas définitif. Et c'est important pour vous de bien vous soigner, et c'est important pour votre petite fille aussi. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on souffre que vous allez comme ça être enfermé avec cette étiquette d'alcoolique toute votre vie. Ah, c'est ce qui j'ai peur un petit peu. Non, vraiment. C'est vous allez à partir du moment où vous allez pouvoir parler de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous a fait souffrir, vous allez voir que déjà vous aurez moins de vide en vous, moins de manque et moins besoin de combler tout ça avec de l'alcool. Vous serez moins anxieux et vous resterez d'ailleurs pas forcément timide comme ça, parce que je pense que c'est plus de l'anxiété que de la timidité. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous affirmer dans votre vie, Jérôme. Ça va prendre un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Oui, c'est bien, sûrement. Ouais. Donc surtout, ne restez pas seul dans votre coin. Faites-vous aider par des personnes. Vous êtes dans une... Retournez voir votre psychiatre. Retournez-le voir. Vous me conseillez de retourner le voir. Ah oui, D'accord. Retournez le voir. D'accord. Et en lui disant que... Vous avez besoin qu'il vous aide parce que quand il vous laisse, quand vous êtes trop dans le silence, vous êtes très anxieux. Et que vous avez besoin qu'il vous aide à parler. Chez lui, une fois, j'avais pris des médicaments le matin, tranquille. J'avais été le voir à 9h, c'est à Nantes. Et puis j'ai eu un accrochage de voiture. Oui. J'étais pas du tout à... C'est comme... Il croyait que, quand je suis parti de chez lui, il croyait que j'avais bu, quoi. Et je lui ai dit non. Puis après, il a bien vu que j'avais pas bu, quoi. Mais c'était... Ma tête a été comme un drogué, comme si j'avais vraiment... Et c'est pour ça que vous n'y êtes pas retourné. Ouais, après, je lui ai téléphoné par lequel que j'y retournais pas. Et après, par contre, il m'a repris des nouvelles de moi. Et je lui ai dit que ça allait pas plus mal, quoi. Mais retournez le voir pour en parler. D'accord. Ça peut arriver, vous savez. D'accord. Et lui, il est pas là pour Par porter rapport un aux jugement. médicaments, sans doute. Oui, et vous verrez avec lui, il dirait que vous lui dites ces médicaments-là ne me conviennent pas. Et puis peut-être à Nantes, il y a certainement un service d'addictologie, d'alcoolologie où vous pourrez aussi être pris en charge parallèlement pour ces problèmes d'alcool. On m'a proposé d'arrêter carrément de boire de l'alcool, mais j'ai dit je préfère pas boire zéro alcool, quoi. Je préfère boire de l'alcool quand je décide, peu, mais quand je décide, quoi. Parce que je suis dans un coin quand il y a de la vigne et tout. Puis même, quoi, je veux dire, boire zéro alcool, c'est pas forcément... Je préfère dire pas prendre de médicaments pour arrêter à zéro, mais... Eh oui, mais c'est ce que vous avez du mal pour le moment à entendre, Jérôme. Mais c'est vrai que c'est compliqué de continuer à boire de l'alcool pour le moment, et surtout avec les médicaments. Ça fait que vous risquez d'être
encore plus déprimé, encore plus dépressif. Ouais, bah, Parce je pense qu'avec que- les médicaments que vous prenez, même une petite consommation d'alcool, ça fait vraiment pas bon ménage. Ça je va vous pense rendre que- encore plus anxieux. Ah oui, oui. C'est ça. Voyez, avec les médicaments que vous prenez, c'est vraiment un très très J'en mauvais prends plus de cocktail. médicaments, quoi. J'en prends plus. Ben oui, mais il vous en faut. Il vous en faut pour sortir Ouais. de votre dépression. Il faut que vous refassiez le point avec votre Mais je me psychiatre. sens que je suis moins dépressif quand même que j'étais à un moment. Parce qu'à un moment, Non. à 3h l'après-midi, j'allais au lit, puis je dormais, puis je regardais Ouais. la télé ou n'importe Oui, vous n'aviez plus aucune Je envie. faisais rien. Voilà, Ouais. envie de rien du tout. Ouais. Envie de rien du tout. Mais là, Peut-être qu'il vous faudra être hospitalisé à un moment pour faire vraiment un sevrage. Vous verrez. On m'a proposé aussi. Ouais, Hein, d'accord. c'est peut-être possible pour vous couper un peu, pour vous reposer. Mon docteur généraliste m'a proposé, je l'ai refusé. Mais... Il y a Frédéric, en tout cas, qui dit qui vous trouve très touchant. Il dit on sent votre douleur et votre fragilité, sa gentillesse aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Je suis en moins gentillesse. grosse dépression, mais j'étais à un moment. Prenez le temps de vous occuper de vous, mais Grosse surtout dépression. retournez voir votre psychiatre. Vraiment, D'accord, vraiment. D'accord, mais je vais reprendre rendez-vous avec lui. Oui, prenez soin de vous parce que seul c'est difficile de s'en sortir, vous savez, pour tout le monde. Ouais. Accrochez-vous, Jérôme. D'accord, là, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous vouliez revenir sur le témoignage d'Arnaud qui était... Oui, et du jeune homme, mais je vous entends très 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 mal. Vous m'entendez mal. Très loin. Ah bon, écoutez, Régis est en train de vous mettre le son au maximum dans votre téléphone. Régis, Arnaud était ce jeune homme qui avait rencontré cette jeune femme dépressive. Lui-même avait des problèmes d'alcool. Et il nous parlait de ces crises d'épilepsie. Voilà. Et alors, vous avez eu un fils qui a eu Tout à fait. des problèmes d'alcool et qui a fait 7 cures Oui. et qui s'en est sorti. Il s'en est sorti, malgré qu'il a de très graves séquelles. Maintenant, il est diabétique. Il a des très graves problèmes de pancréas. Mais il a un courage extraordinaire. Il se bat, il fait une réinsertion professionnelle pour essayer de repartir dans la vie. Oui. Et je voulais dire que lui, ses crises d'épilepsie étaient absolument liées à ses problèmes d'alcool. Ah oui, vraiment, le vraiment, neurologue a dit qu'il y avait un lien avec les problèmes oui, d'alcool. tout à fait, parce que D'accord. depuis qu'il s'alcoolise plus, il ne fait plus de crise du tout d'épilepsie. Bon, ça c'est rassurant parce que Oui. Arnaud nous disait qu'il était convaincu Non. que c'était lié. Ah, Moi, ça, je je peux ne vous me suis pas assurer du que tout c'était avancée lié. puisque n'étant pas médecin, Par contre, je voulais dire au deuxième jeune homme, je ne sais plus, Jérôme, Jérôme, oui, qu'on vient d'entendre. que sur Nantes, il y avait une association qui était extraordinaire qui s'appelle l'OCHS. L'OCH. L'OC. Oui. HS. Oui. Qui prend en C'est charge pour les personnes qui ont des problèmes d'alcool. D'accord. Et moi-même, j'y suis allée après parce que j'ai suivi tellement mon fils de près que j'ai été vraiment atteinte, et j'avais besoin d'être aidée. Et ils aident aussi les familles des personnes qui ont des problèmes d'alcool. Oui. Et moi, D'accord. depuis, je fais toujours une thérapie avec eux, depuis 18 mois. Donc il s'occupe aussi bien des personnes qui s'alcoolisent que de des la familles. famille. C'est bon à savoir. Et c'est une association qui est formidable, Mais écoutez, merci qui beaucoup. est sur Nantes. Merci beaucoup Lucille pour ces informations et Si j'ai pu aider un félicitations petit peu, à votre fils. Merci C'est beaucoup, réconfortant. Caroline. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Caroline, au revoir.